En France, on aime beaucoup parler d'intégration. Pourtant, pour les personnes en exil, arriver en France, y vivre et trouver sa place reste un parcours du combattant. L'administration kafkaïenne à la française rend les démarches extrêmement complexes, d'autant plus si on ne parle pas bien français. Les cours de français langue étrangère, aussi appelés FLE, sont donc nécessaires pour réussir à se débrouiller dans la jungle administrative et pour trouver du travail. Cependant, depuis la loi immigration de 2024 portée par Gérald Darmanin et poursuivie par Bruno Retailleau, des milliers d'étrangers se retrouvent privés des cours de FLE qui leur permettaient justement d'y arriver, car ils sont désormais réservés aux personnes qui n'ont pas été scolarisées dans leur pays. Au même moment, les conditions d'obtention de titres de séjour se durcissent. Alors qu'est-ce que ces réformes changent concrètement et qu'est-ce que ça dit de la conception française de l'intégration? Avant la loi de janvier 2024, on proposait des cours, on encourageait l'apprentissage, mais aucun examen et aucun seuil à atteindre ne conditionnait l'obtention de la carte de séjour pluriannuelle. Il fallait suivre les cours, mais pas nécessairement les réussir. Aucun niveau certifié n'était exigé. Tout ça a changé, la loi est passée d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle, il faut désormais le niveau A2. Le niveau nécessaire pour l'obtention des autres titres, carte de résident et nationalité, a été rehaussé d'un niveau. Cette mesure a des conséquences sur des dizaines de milliers de personnes, comme l'explique Héloïse, ancienne formatrice en FLE. Là, la conséquence, c'est que ça met sur la sellette énormément de personnes qui sont en situation régulière, qui travaillent comme on l'attend d'elles, mais qui n'ont pas l'occasion de pratiquer suffisamment le français pour pouvoir atteindre ces niveaux-là. Et en fait, il me semble que l'objectif de cette mesure, c'est de mettre des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes en situation irrégulière pour pouvoir les renvoyer. Il me semble que c'est l'objectif affiché, en tout cas c'est le résultat attendu. Parce que tout le monde n'est pas au courant de comment se passent les examens de français, il y a plusieurs types d'examens, mais il y en a qui sont hyper scolaires, c'est très universitaire, c'est vraiment formaté pour des gens qui ont été formatés par le système éducatif. Il y en a d'autres, il faut savoir se servir d'un ordinateur, c'est pas accessible à tout le monde. Et puis ensuite, dans ce qu'on demande en termes surtout de production écrite, il y a des personnes qui vont avoir aucun problème à s'exprimer en français, à satisfaire leurs besoins de la vie quotidienne, voire même plus, c'est pas juste faire les courses, je sais pas, discuter, interagir. Bon, des gens qui ont tout à fait ce niveau-là à l'oral, par contre à l'écrit, comme ces personnes elles ont été peu scolarisées, peut-être qu'elles ne l'atteindront jamais. Je pense que là on est en train d'augmenter des niveaux, de faire en sorte, il y a des profils de personnes qui ne pourront jamais atteindre ces niveaux-là, ou alors il faudrait qu'elles passent vraiment des heures et des heures et des heures à apprendre, sauf qu'en fait elles ont autre chose à faire. On a la famille, le travail, les obligations personnelles, voilà. Autre paradoxe, la diminution des moyens. En juillet 2025, l'inscription à la formation linguistique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, est devenue facultative. Et seules les personnes ne sachant pas lire et écrire et ayant un niveau grand débutant à l'oral continuent à bénéficier d'une formation en présentiel. Pour les autres, c'est-à-dire la grande majorité des personnes concernées par l'obligation de formation linguistique, ils et elles devront se former 100% en ligne via une plateforme sans aucun accompagnement par des formateurs ou formatrices. L'arrêt des cours en présentiel s'est fait brutalement, comme l'explique Marion, ancienne formatrice en FLE. Tout a commencé en mai 2024, où du jour au lendemain quasiment, en fait, on a appris que les groupes B1 allaient être annulés. Et on a même dû d'ailleurs rappeler en fait, les personnes qui étaient programmées pour leur annoncer que malheureusement les cours n'auraient pas lieu, faute de financement en fait. Donc les financements ont disparu comme ça un petit peu du jour au lendemain. En ont suivi donc les cours A2 en juillet 2024, même chose. Ça s'est fait très rapidement, on n'a pas vraiment eu le temps d'anticiper quoi que ce soit. Et la dernière vague, on va dire, en ce qui concerne du coup l'arrêt des cours, ça a été en juin 2025. Où là, ils ont arrêté de financer tous les niveaux A1. En fait, il faut savoir que le niveau A1 était divisé en 4 catégories, en fonction des connaissances générales et surtout du niveau de scolarisation des personnes. Donc, ils pouvaient avoir accès à soit 100 heures de formation, soit 200 heures, soit 400 heures, soit 600 heures. Et donc, à partir de juin 2025, ils ont arrêté donc, les 100, 200 et 400 heures. Après cette date, en fait, il ne restait plus que des cours pour 600 heures. Donc, c'est-à-dire que ça correspond à un public de personnes qui n'ont jamais été scolarisées dans leur propre pays. Et la grande différence aussi, c'est que
en fait, ils sont censés obtenir un niveau A2 à la suite de ces 600 heures. Ce qui est quasiment impossible, dans le sens où ces personnes n'ont jamais été scolarisées. Donc même à la sortie en fait, de la formation 600 heures, parfois, c'est compliqué de valider un A1. Pour les autres, en fait, il a été mis en place une plateforme, une application, en fait, donc c'est dématérialisé, qui s'appelle Frilo. Et ils sont censés, du coup, apprendre la langue par cette application. On peut comparer ça peut-être à Duolingo, dans l'idée. Autant dire que c'est impossible d'apprendre une langue, on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas parler, il y a un isolement qui se crée, et une surveillance accrue. L'apprentissage au moyen d'une plateforme en ligne nécessite également de disposer des outils numériques adéquats, tablettes, écouteurs, connexion Internet, ainsi que d'un temps et d'un espace propice au travail. Les conditions d'accès se durcissent donc, les financements se réduisent, et ceux qui ont déjà été scolarisés dans leur pays d'origine, donc qui ne rentrent pas dans les cases, se retrouvent sans solution. Donc en fait, on se retrouve avec des gens à qui on impose de suivre des cours de français. Alors il y en a, ils sont contents, mais il y en a, ils sont pas contents d'avoir cette obligation-là. Parce qu'en fait, les gens, ils ont d'autres problèmes. Si on a des réfugiés, on a des personnes qui sont traumatisées, qui ont des parcours de vie difficiles, qui ont peut-être besoin de soins psychologiques, médicaux, etc. Des personnes qui sont complètement isolées. Donc toutes ces personnes-là, elles sont soumises à cette obligation-là. Et puis du jour au lendemain, on leur dit, en fait, c'est pas important. Rentrez chez vous et vous allez faire des cours sur un ordinateur ou sur un téléphone. Et c'est tout. Rester chez soi, c'est être isolé, et cet isolement peut avoir de nombreuses faces cachées, comme par exemple pour les femmes victimes de violences. Elles n'auront plus d'espace extérieur où rencontrer d'autres personnes avec qui parler de leur situation. Ça restait quand même des moments de sociabilisation. Il y a des personnes, effectivement, elles étaient vraiment isolées, elles connaissaient personne. Et finalement, grâce à ces cours de français, elles rencontraient des gens qui parlaient la même langue qu'elles, ou même entre personnes qui ne parlaient pas la même langue, qui ne se comprenaient pas. Il y avait quand même des amitiés qui se créaient, des petites relations sociales. Il y a pas mal de femmes qui disaient moi, j'ai adoré les cours de français parce que sinon, en fait, je restais à la maison et je connaissais rien. Là, maintenant, je sais comment faire mes courses, je peux aller à la poste, je peux aller à la banque, et voilà. En effet, les cours de FLE en présentiel gratuits sont d'une grande utilité pour les primo-arrivants, comme nous l'explique Youssouf Ezorgan. Et c'était très pratique, c'était les choses qui sont utiles dans la vie réelle. C'était pas quelque chose de général, juste apprendre et à faire les exercices généraux. Non, c'était très utile dans la vie réelle. Maintenant, tout ce que nous avons besoin dans la vie en France, au début de notre nouvelle vie. Et c'était très important et ça aidait beaucoup à comprendre comment remplir les papiers administratifs, quelques phrases pour rencontrer les gens nouvelles, etc. Et cette course, ça aide beaucoup à intégrer quand tu es venu en France. C'était très effectif et très intensif. Et il a pris comment remplir les documents, comment utiliser les sites internet différents. Et что еще тут сказала? Как в администрации разговаривать и так далее. Comment Это нам parler пригодилось, avec очень les помогло gens нам. qui travaillent dans quelques organismes, И мы это etc. практикуем сейчас, например. Et maintenant, ça aide beaucoup dans notre vie en France. Youssouf Ezorgan sont en France depuis 3 ans. Ils ont commencé à apprendre le français avec le CREPT il y a plus d'1 an. Elle possède les bases qui lui permettent de communiquer et d'aider son mari, mais lui a encore de grandes difficultés. Depuis l'arrêt des cours en présentiel, il doit payer des cours de FLE pour réussir à trouver un travail. On prive énormément de personnes de cette possibilité d'apprentissage et d'intégration, tout en disant en plus, oui, le français doit être une langue d'intégration, si vous ne parlez pas français, vous n'avez pas fait d'efforts, et en même temps, on éloigne encore plus ces personnes de la possibilité d'apprendre le français.
en les renvoyant chez elles. En effet, c'est Bruno Retailleau, deuxième principal artisan de cette réforme, qui avait déclaré, je cite, « Quand depuis plusieurs années, un étranger en situation régulière ne maîtrise pas le français, c'est qu'il n'a pas produit d'efforts. » Enfin, rendre les choses impossibles pour ensuite justifier que ces personnes-là, du coup, elles ne remplissent pas les critères pour renouveler leur titre de séjour. Et donc, soit elles vont quitter la France, ou alors elles vont se retrouver sans papier si elles veulent continuer de vivre ici. La loi immigration limite à 3 le nombre de renouvellements possibles d'un titre de séjour d'1 an, imposant ensuite le passage à la carte de séjour pluriannuelle. Concrètement, tout adulte souhaitant s'établir durablement en France au-delà de 4 ans devra justifier d'un niveau A2 en français, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Faute de quoi, son droit au séjour légal ne pourra être maintenu. Selon l'étude d'impact réalisée par le Sénat lors du vote de la loi, cette disposition pourrait priver 15 000 à 20 000 personnes par an de l'accès à une carte de séjour pluriannuelle. On crée des gens sans papier qui vont se prendre des OQTF, du coup on nous parle des OQTF que quand il y en a un qui commet un meurtre. Enfin, il y a vraiment cette suspicion que sans papier égale délinquant, OQTF égale danger pour la société, sauf qu'en fait c'est juste des gens c'est juste des situations administratives, tu rentres pas dans les clous, ciao, et tant pis pour toi en fait. Autre conséquence de ces réformes, les professeurs de FLE se retrouvent nombreux à avoir perdu leur travail. Déjà précaires, ils se retrouvent au chômage forcé. Donc on était 12 professeurs, 8 en CDI, 4 en CDD. Et donc en juin 2025, ils ont terminé, on va dire, de financer tous les autres financements qui existaient auparavant et n'ont gardé que les 600 heures. Et suite à ça, il y a eu une première vague de licenciements qui a concerné donc quand même 2 CDI et le non-renouvellement de tous les CDD en fait. Il faut savoir qu'il y avait une autre formation mais qui dépendait celle-ci de Pôle emploi qui s'appelait l'AFC FLE et qui permettait, on va dire, de sauver un peu les meubles et de permettre à certaines personnes, en tout cas celles qui étaient inscrites à Pôle emploi, de bénéficier en fait d'une formation en présentiel. Et donc ces subventions-là aussi ont été arrêtées. Et donc il y a eu une deuxième vague de licenciements en février 2026. Et donc on a licencié 4 CDI. En fait, il reste une professeure actuellement dans une structure où il y en avait 12 auparavant. Et la responsable de secteur, c'est tout. Au fond, ce que révèlent ces réformes, c'est une conception très particulière de l'intégration à la française. Une intégration qui exige sans donner les moyens, qui sanctionne sans accompagner, qui isole au nom de l'inclusion. On demande aux personnes exilées de prouver qu'elles méritent leur place, en maîtrisant la langue, en passant des examens, en payant elles-mêmes leur formation, pendant qu'on supprime les cours qui leur permettaient justement d'y arriver. C'est une intégration à sens unique. Les efforts sont exigés d'un seul côté, sans que la société s'interroge sur ce qu'elle met réellement en face. Et peut-être que c'est ça, la vraie question que ces réformes posent. Est-ce qu'on veut vraiment intégrer les gens, ou est-ce qu'on veut surtout pouvoir dire qu'ils ne sont pas intégrés ?